bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire pour dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Un vendredi matin d'avril 2024, grand-mère Héloïse nous a quittés. Et dès le dimanche après-midi, je me suis retrouvé assis en tailleur sur le sol de son placard, entouré de décennies de sa vie, soigneusement rangées dans des cartons. Ma mère m'avait demandé de l'aider à trier ses affaires, car elle ne pouvait même pas entrer dans la maison sans s'effondrer en larmes. À 26 ans, fraîchement sorti d'une rupture de fiançailles et temporairement installé chez mes parents en Virginie rurale, je n'avais rien d'autre à faire que du temps à perdre. Grand-mère et moi avions toujours été proches. Le genre de complicité où elle m'appelait son petit complice chaque fois que nous volions un dessert avant le dîner. Elle avait vécu seule dans cette vieille ferme pendant 11 ans après la mort de grand-père Harold, refusant de déménager malgré les inquiétudes de tous. La maison sentait sa crème pour les mains à la lavande et les vieux livres. Et fouiller dans ses affaires ressemblait à lire son journal intime sans permission. Je m'attendais à trouver de vieilles recettes, peut-être des lettres d'amour de grand-père, des photographies de ses années en tant qu'enseignante. Ce que je ne m'attendais pas à découvrir, c'était que toute ma compréhension de qui elle était s'effondrerait en l'espace d'un après-midi. Les premiers cartons contenaient exactement ce que l'on pouvait imaginer, des bulletins scolaires d'élèves qui lui avaient écrit des mots doux au dos, des cartes de Noël datant des années 1970, des reçus qu'elle avait gardés sans raison logique. Je souriais même en secouant la tête devant son pot en verre rempli d'élastique, comme s'ils étaient des pierres précieuses. Puis, j'ai sorti une boîte à chaussures de derrière une pile de couvertures qu'elle avait cousues elle-même. Elle était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, et le couvercle était maintenu par un épais élastique presque soudé au carton. Quand j'ai enfin réussi à l'ouvrir, j'y ai trouvé un paquet de documents enveloppés dans un foulard en soie délavé, le genre avec des bords roulés à la main que portaient les femmes dans les vieux films hollywoodiens. Au sommet se trouvait un certificat de mariage, jauni et fragile, daté de juin 1961. Le nom de la mariée était Héloïse Marie Conton, le nom de jeune fille de ma grand-mère. Mais le marié n'était pas Harold Weston, l'homme que j'avais appelé grand-père toute ma vie. Le nom, tapé en lettres noires soignées, était Vincent Agugustino. Et le voir là, devant moi, m'a donné l'impression de tomber dans une pièce secrète qui n'aurait jamais dû exister. Je suis resté là, longtemps, à fixer ce certificat, essayant de le faire correspondre à l'histoire de ma grand-mère que je connaissais. Elle avait épousé grand-père Harold en 1965. Je le savais, car leur anniversaire était toujours célébré avec son célèbre gâteau au citron et trop de bougies. Mais ce certificat disait qu'elle avait été mariée 4 ans plus tôt à un homme dont personne dans la famille n'avait jamais entendu parler. J'ai soigneusement déplié les autres documents du paquet, mes doigts laissant des traces sur un papier qui n'avait pas été touché depuis des décennies. Il y avait des photographies, de petits carrés aux bords festonnés, comme ceux qu'on prenait dans les cabines de photomatons. Ma grand-mère, incroyablement jeune, peut-être 19 ou 20 ans, avec des Victory Rolls dans ses cheveux foncés et un rouge à lèvres rouge qui photographiait presque en noir. À côté d'elle, un homme aux cheveux gominés, une mâchoire anguleuse et des yeux qui semblaient garder des secrets, même sur une photo. Il était beau d'une manière dangereuse, le genre de beauté dont les mères mettent leurs filles en garde. Au dos d'une photo, dans l'écriture soignée de ma grand-mère, était écrit « V et moi, Coney Island, juin 1961 ». Sous les photographies, j'ai trouvé des découpes de journaux, fragiles et brunis sur les bords, pliés en petits carrés, comme si quelqu'un les avait cachés pendant très longtemps. La première datée du Brooklyn Daily Eagle, en mars 1963. Le titre disait « Un homme d'affaires local recherché pour interrogatoire après un incendie dans un entrepôt ». Il n'y avait pas de photo, mais l'article mentionnait Vincent Agugustino, 24 ans, supposé lié à la famille criminelle Morano, basée à Red Hook. 3 hommes étaient morts dans cet incendie. L'article disait que les enquêteurs soupçonnaient un incendie criminel, que l'entrepôt servait de couverture pour des opérations de jeu illégales, et qu'Agugustino n'avait pas été vu depuis la nuit de l'incendie. Je l'ai lu 3 fois, attendant que les mots changent, espérant qu'un autre Vincent Agugustino apparaisse. Un homme différent, portant le même nom. Une coïncidence qui me permettrait de garder intacte l'image de ma grand-mère. Mais la découpe suivante était pire. 2 semaines plus tard, un article plus petit, enfoui en page 6, annonçait que Vincent Agugustino était désormais considéré comme une personne disparue. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée près des docks de Staten Island, portes ouvertes, clé encore sur le contact. Il y avait du sang sur le siège avant.
On ne l'a plus jamais revue. Mes mains ont agi d'elles-mêmes après cela, sortant plus de papier, plus de secrets. Il y avait une lettre écrite à la main sur du papier blanc ordinaire. Pas d'enveloppe, pas de date. L'écriture était saccadée, hâtive, rien à voir avec le style élégant de ma grand-mère. Elle disait, « Ellie, quand tu liras ceci, je serai parti. Ne me cherche pas. Ne pose pas de questions. Oublie que tu as connu mon nom. Ils viendront te poser des questions, et tu ne devras rien leur dire. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Brûle cette lettre et tout le reste. Je suis désolé pour ce que j'ai apporté dans ta vie. V. » Elle ne l'avait pas brûlée. Elle l'avait gardée pendant plus de 60 ans, cachée dans cette boîte à chaussures avec son certificat de mariage, ses photographies et ses terribles découpes de journaux. J'ai essayé d'imaginer ma grand-mère, jeune femme de 22 ans, recevant cette lettre. Réalisant que son mari était soit mort, soit en fuite pour sauver sa vie, et qu'elle ne pourrait jamais plus prononcer son nom. J'ai essayé d'imaginer la peur qu'elle a dû ressentir, le chagrin qu'elle n'a jamais pu partager, le poids de feindre qu'il n'avait jamais existé. Tout au fond de la boîte à chaussures, sous tout le reste, j'ai trouvé un petit cahier à spirale avec une couverture verte délavée. Ce n'était pas exactement un journal, plutôt des notes éparses écrites de la main de ma grand-mère à différents moments sur de nombreuses années. La première entrée datée d'avril 1963, quelques semaines après la disparition de Vincent. Des hommes sont venus à l'appartement aujourd'hui, 2 d'entre eux. Ils ont demandé après V. Je leur ai dit que je ne connaissais personne de ce nom. Ils ne m'ont pas cru. L'un d'eux m'a saisi le poignet assez fort pour laisser des bleus. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Je tournais la page avec des doigts tremblants. Mais 1963, déménagé en Virginie, reprit mon nom de jeune fille, Compton. J'ai dit à tout le monde que j'étais une veuve, que mon mari était mort en Corée. Personne ne questionne une veuve de guerre. Les entrées continuaient, éparses mais dévastatrices. En 1965, elle écrivait avoir rencontré Harold, un homme gentil qui travaillait à la poste et lui apportait des fleurs chaque dimanche. En 1967, elle parlait de leur mariage, de son bonheur, du fait qu'elle commençait enfin à se sentir en sécurité. Mais en 1971, une autre entrée. Un homme est venu à l'école aujourd'hui. Il a dit qu'il cherchait un vieil ami nommé Elie Agustino. Je lui ai dit qu'il n'y avait personne ici de ce nom. Il m'a souri avant de partir. Il savait. Ils savent toujours. Je continuais à lire, incapable de m'arrêter, chaque entrée m'entraînant plus profondément dans une vie que je n'avais jamais connue. Les entrées n'étaient pas fréquentes. Parfois, des années passaient entre elles, mais elles peignaient le tableau d'une terreur silencieuse et constante. En 1978, elle écrivait qu'une berline noire s'était garée devant leur maison pendant 3 jours avant de finalement partir. Elle n'en avait jamais parlé à Harold. En 1985, alors que ma mère était adolescente, quelqu'un avait forcé leur voiture et fouillé dans la boîte à gants, sans rien voler. Il cherchait quelque chose, écrivait-elle, ou envoyait un message. Je ne sais pas ce qui est pire. En 1993, elle avait reçu une carte de condoléances après les funérailles de sa propre mère. Elle n'était pas signée, oblitérée de Brooklyn, et à l'intérieur, quelqu'un avait écrit « Nos condoléances à la famille Agustino ». Elle avait gardé cette carte aussi, glissée entre les pages du cahier comme une fleur séchée. Un rappel d'une menace qui ne s'était jamais vraiment éloignée. J'ai réalisé alors que ma grand-mère avait passé toute sa vie d'adulte à regarder par-dessus son épaule, attendant que le passé la rattrape enfin. La dernière entrée du cahier datait de seulement 3 ans plus tôt, en 2022. L'écriture de ma grand-mère était devenue tremblante, les lettres irrégulières d'une manière qui me serrait le cœur. J'ai 83 ans et je vérifie toujours les verrous 2 fois chaque nuit. Je regarde chaque voiture inconnue qui passe dans notre rue. Harold est parti depuis plus d'une décennie, et je suis seul avec ce secret, comme je savais que je le serais. Parfois, je pense à en parler aux enfants, à laisser cette boîte pour qu'ils la trouvent après ma mort. Mais à quoi bon? Les hommes qui ont tué Vincent sont probablement morts eux-mêmes maintenant. Les Morano ont été démantelés par le FBI dans les années 80. Il n'y a plus personne à craindre. Et pourtant, j'ai toujours peur. J'ai eu peur pendant 60 ans, et je ne sais pas comment arrêter. Peut-être que quand je mourrai, la peur mourra enfin avec moi. Peut-être que c'est la seule façon pour que cela s'arrête. J'ai fermé le cahier et l'ai serré contre ma poitrine. Je suis resté là, dans le placard de ma grand-mère morte, et j'ai pleuré pour la jeune femme terrifiée qu'elle avait été,
et pour toutes les années où elle avait porté ce fardeau seule. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans ce placard. La lumière traversant la fenêtre de la chambre était passée de l'or de l'après-midi au gris doux du début de soirée quand j'ai enfin repris mes esprits. J'ai tout remis dans la boîte à chaussures, le certificat, les photographies, les découpes, la lettre, le cahier, et je l'ai porté en bas à la table de la cuisine. Ma mère revenait le lendemain matin pour continuer à trier les affaires. Et j'avais une décision à prendre. Est-ce que je lui disais ? Est-ce que je lui montrais cette boîte et la regardais voir son image de sa propre mère s'effondrer comme la mienne l'avait fait ? Grand-mère Héloïse avait gardé ce secret pendant plus de 60 ans. Elle avait protégé sa famille de cette connaissance, avait porté ce poids seul pour qu'il n'ait jamais à avoir peur comme elle avait eu peur. Une partie de moi voulait honorer ce sacrifice. Prendre cette boîte dans le jardin et la brûler comme Vincent le lui avait demandé toutes ces années auparavant. Mais une autre partie de moi, plus forte, avait besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de comprendre ce qui était vraiment arrivé à Vincent Agustino et si la menace que ma grand-mère avait crainte toute sa vie avait jamais été réelle. J'ai passé cette nuit-là à la table de la cuisine avec mon ordinateur, tombant dans un terrier de vieux archives de journaux, de sites de généalogie et de forums de crimes réels dédiés aux crimes organisés à New York au milieu du XXe siècle. La famille Morirano avait bien existé, une petite mais violente organisation qui opérait à Brooklyn depuis la fin des années 40 jusqu'à ce que le FBI la démantèle en 1987. Ils étaient connus pour le jeu, le prêt usuraire et les incendies criminels sur commande. Le nom de Vincent Ostinino apparaissait dans quelques documents judiciaires numérisés de l'époque, listé comme associé connu, mais jamais formellement inculpé. Sa disparition en mars 1963 était mentionnée dans un livre sur les meurtres non résolus de la mafia, dont quelqu'un avait extrait un passage sur un forum. L'auteur spéculait que Vincent avait soit été tué par les Morano pour avoir détourné de l'argent, soit qu'il était un indicateur éliminé avant de pouvoir témoigner. Dans les deux cas, son corps n'avait jamais été retrouvé. Il n'y avait pas de closure, pas de résolution, juste un jeune homme qui était entré dans le brouillard de l'histoire et n'en était jamais ressorti. Et ma grand-mère, à peine sortie de l'adolescence, avait été mariée à lui pendant moins de 2 ans avant qu'il ne disparaisse. Elle avait passé le reste de sa vie à attendre que les gens qui l'avaient tué viennent aussi la chercher. Vers 2 heures du matin, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'asseoir et fixer l'écran pendant longtemps. C'était une photographie dans un dossier du FBI numérisé de l'enquête sur les Morirano, rendu public des décennies plus tard en vertu de la loi sur la liberté de l'information. L'image était granulaire, en noir et blanc, montrant un groupe d'hommes debout devant un club social à Red Hook au début des années 60. La plupart des visages étaient étiquetés avec des noms que je ne reconnaissais pas, des soldats et des associés depuis longtemps morts ou emprisonnés. Mais dans un coin du cadre, partiellement coupé, se tenait un jeune homme en manteau sombre qui regardait directement la caméra. La légende sous lui disait « V. Augustino, non confirmé ». J'ai zoomé autant que la résolution le permettait, et même à travers le flou de l'âge et des pixels, j'ai reconnu la mâchoire anguleuse, les cheveux gominés, ses yeux qui semblaient garder des secrets. C'était lui. C'était vraiment lui. Ma grand-mère avait épousé cet homme, avait partagé son lit, l'avait probablement aimé de cette manière désespérée des jeunes gens avant qu'ils ne comprennent ce que l'amour coûte. Et il était parti d'elle vers un monde de violence et d'ombre, pour ne jamais revenir. Cette nuit-là, j'ai décidé de garder la boîte à chaussures. Je ne l'ai pas brûlée. Et je ne l'ai pas montrée à ma mère. Pas tout de suite, en tout cas. À la place, je l'ai mise dans le coffre de ma voiture et je suis retourné chez mes parents. J'ai passé les semaines suivantes à essayer de comprendre quoi faire du poids de ce que j'avais appris. Finalement, j'ai tout dit à ma mère. J'ai attendu un dimanche après-midi calme, quand mon père était parti jouer au golf, et je l'ai assise à la table de la cuisine avant d'ouvrir la boîte devant elle. Elle a pleuré, bien sûr. Elle a posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Elle a regardé les photographies de sa mère en jeune mariée et a dit qu'elle ne reconnaissait pas la femme sur ces images. Mais elle a aussi dit quelque chose qui est resté avec moi depuis toutes ces années, je pensais qu'elle était juste anxieuse. Je pensais qu'elle était paranoïaque sans raison. Mais elle nous protégeait. Elle portait tout cela pour que nous n'ayons jamais à avoir peur comme elle avait peur. Nous avons décidé ensemble de garder ce secret au sein de notre famille immédiate. Il n'y avait aucun intérêt à le dire à mes tantes et oncles, aucune raison de briser l'image qu'ils avaient de grand-mère Héloïse, alors qu'elle avait travaillé si dur pour la construire. Les Morirano étaient partis. Vincent était parti. La seule personne qui avait eu peur était partie aussi. Nous avons laissé la peur mourir avec elle, comme elle l'avait espéré.
Je garde toujours la boîte à chaussures. Elle est maintenant sur l'étagère du haut de mon placard, derrière une pile de vieux annuaires et d'albums photos du collège. Parfois, tard le soir, quand je ne peux pas dormir, je la descends et je regarde à nouveau son contenu. J'étudie les photographies de ma grand-mère en jeune femme, essayant de trouver une trace de la peur qui allait définir sa vie. Mais tout ce que je vois, c'est l'espoir. Elle a l'air si incroyablement jeune sur ses photos, si pleine de cette croyance que l'amour peut tout conquérir. Elle ne savait pas encore ce que Vincent était, ni ce qu'il apporterait dans sa vie. Elle ne savait pas qu'elle passerait les 6 décennies suivantes à vérifier les verrous, à surveiller les voitures et à sursauter aux coups inattendus à la porte. Je pense souvent à elle maintenant. Pas à la grand-mère que j'ai connue, avec son gâteau au citron et sa crème pour les mains à la lavande, mais à la jeune femme effrayée qui s'est réinventée complètement juste pour survivre. Elle a construit une vie entière à partir de silence et de secrets. Et elle l'a si bien fait que personne d'entre nous n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Je ne sais pas si cela fait d'elle une héroïne ou une tragédie, ou les deux. Mais je sais une chose, elle nous a aimés assez pour porter ce fardeau seule. Et elle a été assez forte pour ne jamais le laisser la briser. C'est cette femme que je choisis de me souvenir. C'est cette grand-mère que j'aimerai toujours. Une enveloppe couleur crème a tout changé, bien que je ne le sache pas encore quand je l'ai sortie de la boîte aux lettres, 5 jours après avoir enterré mon père. Mars 2017 avait été le pire mois de ma vie jusqu'à ce moment-là. Mon père était mort d'une crise cardiaque dans son fauteuil, seul dans l'appartement de Rochester où il avait élevé ma sœur et moi après que notre mère nous ait abandonnés. J'avais 24 ans, je travaillais dans un petit cabinet comptable en centre-ville, et ma sœur Tessa venait d'avoir 22 ans, terminant ses études d'infirmière tout en faisant des nuits dans une maison de retraite. Nous étions fauchés, en deuil, et totalement incapables de gérer les formalités de la mort. Mon père n'avait jamais parlé de ce qu'il voulait pour ses funérailles, jamais parlé d'argent, jamais parlé de quoi que ce soit de personnel, en fait. Son passé était le seul sujet garanti pour le faire quitter la pièce. Grands-parents, tantes, oncles, cousins, aucun d'eux n'existait, autant que nous le sachions. Il nous avait élevés comme s'il était apparu de nulle part, un homme sans histoire, et nous avions arrêté de poser des questions des années plus tôt, car le silence qui suivait faisait trop mal. La lettre à l'intérieur de cette enveloppe venait de Scottsdale, en Arizona. Elle était écrite d'une élégante cursive sur du papier épais qui sentait faiblement la lavande. Une femme nommée Lorraine Prescott prétendait être notre grand-mère, la mère de notre père, une personne dont il avait caché l'existence toute notre vie. Elle écrivait qu'elle et son mari Donald nous cherchaient depuis des années, que notre père avait rompu tout contact quand il avait quitté la maison des décennies plus tôt, et qu'il n'avait jamais compris pourquoi. Elle avait appris sa mort grâce à une recherche d'avis de décès en ligne, et sa lettre débordait de chagrin, de regret et d'un espoir désespéré. Au bas de la lettre, elle avait inclus un numéro de téléphone et une photographie de 2 personnes aux cheveux argentés debout devant une belle maison de style adobe entourée de fleurs du désert. Je me souviens d'avoir tenu cette photo sous la lumière tamisée de la cuisine, des cartons empilés autour de moi, cherchant quelque chose de familier dans leur visage. La femme avait la mâchoire de mon père, cette même détermination. L'homme avait son front large et marqué. Tessa est venue se placer derrière moi et a regardé la photo sans rien dire pendant longtemps. Nous avions de la famille là-bas, une vraie famille, et ils voulaient nous connaître. C'était ça qui les a appelés en premier. Elle avait toujours plus de courage que moi, plus de volonté à prendre des risques, et je pense que le chagrin l'avait rendue affamée de connexion d'une manière que je ne comprenais pas tout à fait à ce moment-là. Lorraine a répondu à la 2e sonnerie et a immédiatement commencé à pleurer. Un son doux et brisé qui a fait pleurer ma sœur aussi. Elles ont parlé pendant presque 1 heure ce premier soir, pendant que je restais assis sur le canapé, faisant semblant de trier de vieilles factures, écoutant Tessa décrire notre enfance, notre père, la vie que nous avions menée sans savoir qu'ils existaient. Lorraine semblait chaleureuse et douce, posant des questions sur nos emplois, notre santé, nos rêves pour l'avenir. Elle répétait sans cesse à quel point nous ressemblions à notre père, à quel point elle était heureuse d'entendre enfin nos voix. Quand Tessa a raccroché, elle était convaincue que c'était de bonnes personnes qui avaient été lésées par un fils refusant de pardonner ce qui s'était passé entre eux. Je voulais y croire aussi. Nous étions orphelins maintenant, les 2 parents partis, et l'idée d'avoir des grands-parents semblait être une bouée de sauvetage au milieu d'un océan sombre. Au cours des semaines suivantes, les appels téléphoniques sont devenus une habitude. Parfois avec Lorraine, parfois avec Donald, occasionnellement avec les 2 en haut-parleur. Ils posaient des questions sur tout, nos plats préférés, nos allergies, si nous avions eu des problèmes de santé en grandissant.
Lorraine a mentionné que les maladies cardiaques couraient dans la famille et nous a exhortés à faire des bilans de santé. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour nous maintenant que notre père était parti. Donald a parlé de ses propres problèmes de santé, une maladie rénale qui nécessitait une dialyse 3 fois par semaine, et à quel point il était reconnaissant envers la médecine moderne. Ils ont proposé de nous aider à payer les dettes restantes de notre père, ont envoyé un chèque de 5 000 $ dans une enveloppe matelassée avec une autre note manuscrite. Nous l'avons déposé en nous sentant à la fois coupables et soulagés. Quand ils nous ont invités à leur rendre visite en Arizona pour une semaine, tous frais payés, Tessa a accepté avant même que je puisse trouver une raison d'hésiter. Une partie de moi se sentait mal à l'aise, une petite voix se demandant pourquoi notre père avait coupé tout contact avec ces gens de manière si absolue, mais j'ai repoussé ce sentiment. Je me suis dit qu'il était simplement un homme difficile qui gardait rancune. Je me suis dit que nous méritions cette chance d'avoir à nouveau une famille. Nous sommes arrivés à Phoenix un vendredi après-midi à la fin du mois d'avril, et Donald est venu nous chercher à l'aéroport dans une Mercedes argentée qui sentait encore le neuf. Il était plus mince que sur la photo, sa peau portant une teinte grise que je reconnais maintenant comme celle d'un homme dont les reins sont en train de lâcher. Mais sa poignée de main était ferme et son sourire semblait sincère, plissant les coins de ses yeux bleus pâles alors qu'il chargeait nos bagages dans le coffre. Lorraine nous attendait à la maison avec un festin qui aurait pu nourrir 10 personnes. Un lasagne maison, du pain frais et un gâteau au chocolat qu'elle disait être le préféré de notre père quand il était petit. Leur maison était encore plus belle que ce que la photo suggérait, avec des carrelages en terre cuite, des plafonds hauts et des fenêtres donnant sur les montagnes désertiques. Ils avaient préparé une chambre pour chacun de nous, décorée de fleurs fraîches, de serviettes douces et de petits paniers de produits de toilette. Tout semblait trop parfait, comme un décor de film conçu pour nous faire sentir les bienvenus. Mais j'ai mis cela sur le compte de la richesse et de l'enthousiasme. Ces gens avaient de l'argent et voulaient impressionner les petits-enfants qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Les 2 premiers jours furent merveilleux, du moins en apparence. Lorraine nous a emmenés faire du shopping et a offert à Tessa un collier en turquoise qui coûtait plus que mon loyer mensuel. Donald nous a montré sa collection de voitures anciennes dans le garage, 5 véhicules étincelants qu'il polissait lui-même chaque dimanche matin. Ils nous ont raconté des histoires sur notre père enfant, comment il adorait le baseball et détestait les légumes, comment il passait des heures à construire des maquettes d'avions dans sa chambre. J'ai appris qu'il avait eu un chien nommé Chester, mort quand il avait 12 ans, et qu'il avait pleuré pendant une semaine entière. Ces détails m'ont fait souffrir pour l'homme que j'avais perdu, mais m'ont aussi mis en colère contre lui pour nous avoir caché tout cela. Le deuxième soir, Donald a mentionné, comme en passant, qu'il avait pris rendez-vous pour nous chez son médecin personnel pour le lundi matin. Juste des bilans de santé de routine, a-t-il dit, puisque nous étions en ville et qu'il était important de connaître notre historique médical familial. Bien sûr, il paierait les frais. Lorraine a hoché la tête et ajouté que le médecin pourrait faire des analyses de sang, vérifier la fonction de nos reins et la santé de notre foie, s'assurer que nous étions en bonne forme. Tessa l'a remercié sans hésiter. Je n'ai rien dit, mais quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine, une sensation que je ne pouvais pas nommer. Le lundi matin est arrivé, et Donald nous a conduits dans un complexe médical du côté de Scottsdale, un bâtiment élégant avec des fenêtres teintées et un hall qui ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à une clinique. Le médecin, un homme grand nommé Dr Ashford, avec une barbe argentée et une montre coûteuse, a salué Donald comme un vieil ami. Ils se sont serrés la main et ont échangé des banalités sur le golf pendant que Tessa et moi étions assis dans la salle d'attente à remplir des formulaires. Les documents posaient des questions détaillées sur notre historique médical, les chirurgies, les médicaments, les maladies familiales remontant à 3 générations. Il y avait une section entière sur les préférences en matière de dons d'organes et si nous avions déjà été testés pour la compatibilité tissulaire. J'ai fixé ces mots pendant longtemps, mon stylo survolant la page. Quand j'ai demandé à la réceptionniste pourquoi ils avaient besoin de ces informations pour un simple bilan de santé, elle a souri et dit que c'était une procédure standard, qu'il n'y avait rien à craindre. Le docteur Ashford nous a appelés un par un. Il m'a examiné minutieusement, plus que tout médecin ne l'avait jamais fait, vérifiant ma tension artérielle, écoutant mon cœur, appuyant sur mon abdomen avec des doigts froids. Il a prélevé 6 tubes de sang et m'a demandé de fournir un échantillon d'urine. Avant de partir, il a mentionné qu'il voulait programmer une échographie de mes reins pour plus tard dans la semaine, juste pour établir une référence pour l'avenir. J'ai trouvé Tessa dans la salle d'attente, pâle et silencieuse, son bras enveloppé dans un bandage après sa propre prise de sang. Elle a dit que le docteur Ashford lui avait posé des questions étranges, comme si elle fumait ou buvait beaucoup, si elle avait déjà eu une hépatite,
si elle envisagerait un jour d'être un donneur vivant si un membre de la famille en avait besoin. Elle a ri en me le disant, a affirmé qu'il était probablement juste minutieux, mais son rire sonnait creux. Sur le trajet du retour à la maison, Donald a parlé de l'importance de la famille, de la responsabilité des parents de sang de prendre soin les uns des autres, de la façon dont son propre frère lui avait sauvé la vie des années plus tôt en lui donnant de la moelle osseuse quand Donald avait une leucémie. Lorraine, assise sur le siège passager, hochait la tête en accord, jetant parfois un regard en arrière vers nous avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre d'amis, fixant le ventilateur au plafond qui tournait lentement au-dessus de moi, repassant chaque conversation que nous avions eue depuis l'arrivée de cette première lettre. Les questions sur notre santé, l'insistance pour les bilans de santé, la maladie rénale de Donald, les formulaires demandant la compatibilité tissulaire. Une image se formait dans mon esprit, laide et impossible, et je voulais désespérément me tromper. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, avant que quiconque dans la maison ne soit debout. Et j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Je suis entré dans le bureau de Donald, une pièce lambrissée au bout du couloir qu'il nous avait brièvement montré notre premier jour, et j'ai fouillé dans son bureau. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, et chaque craquement des planches du parquet me faisait sursauter. Dans le tiroir du bas, sous une pile de documents financiers et de vieilles photographies, j'ai trouvé un dossier étiqueté avec nos noms. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de nos profils sur les réseaux sociaux, des captures d'écran de publications remontant à des années, une chronologie de nos vies reconstituée à partir d'informations publiques. Il y avait des notes de l'écriture de Lorraine sur nos emplois, nos adresses, nos statuts relationnels. Et il y avait une lettre d'un centre de transplantation à Phoenix, datée de 2 mois avant la mort de notre père, informant Donald qu'il avait été avancé sur la liste d'attente pour une greffe de rein, mais qu'un donneur vivant améliorerait considérablement ses chances et réduirait le temps d'attente. Une section surlignée indiquait que les parents au premier degré, en particulier les jeunes adultes en bonne santé, étaient des candidats idéaux. Mes mains sont devenues engourdies. Je ne pouvais plus sentir mes doigts en remettant tout exactement à sa place. J'ai passé le reste de cette journée à faire semblant que rien n'avait changé, souriant au petit déjeuner, hochant la tête aux histoires de Lorraine sur son club de jardinage, regardant Donald avec de nouveaux yeux alors qu'il se déplaçait lentement dans la maison. Chaque geste gentil semblait maintenant une manipulation. Chaque mot chaleureux sonnait comme une transaction. Cet après-midi-là, Lorraine a suggéré que nous regardions ensemble de vieux albums photos de famille, et je me suis assis sur le canapé entre elle et Tessa pendant qu'elle tournait page après page de photos délavées. Il y avait notre père en bébé, en tout petit, en enfant espiègle plissant les yeux sous le soleil. Puis, vers l'âge de 15 ans, les photos s'arrêtaient. La voix de Lorraine s'est tendue en atteignant ces pages vides. Elle a dit, notre père a changé quand il était adolescent, il est devenu distant et en colère, et un jour, il est simplement parti et n'est jamais revenu. J'ai demandé pourquoi, ce qui s'était passé, et elle a échangé un regard avec Donald qui a duré une demi-seconde de trop. Elle a dit qu'elle n'avait jamais compris, que certains enfants rejettent simplement leurs parents sans raison. Mais j'ai vu quelque chose scintiller derrière ses yeux, une ombre de quelque chose qu'elle ne nous disait pas. Cette nuit-là, alors que Tessa était sous la douche, je l'ai tirée dans ma chambre et je lui ai tout raconté. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Puis, lentement, horriblement, son visage s'est décomposé alors qu'elle réalisait que je disais la vérité. Nous sommes partis le lendemain matin. J'ai dit à Lorraine que Tessa avait reçu un appel du travail, une urgence à la maison de retraite qui nécessitait son retour anticipé, et que nous devions prendre le premier vol. Le visage de Lorraine a fait quelque chose de compliqué quand je l'ai dit. Un éclair de panique rapidement lissé en inquiétude. Elle a insisté pour nous conduire elle-même à l'aéroport, disant que Donald ne se sentait pas assez bien pour le trajet. Le trajet a été atroce. 40 minutes de conversation anodine et de silence tendu pendant que ma sœur me serrait la main si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les doigts. À l'aéroport, Lorraine nous a serrés dans ses bras et nous a dit qu'elle nous aimait, qu'elle espérait que nous reviendrions bientôt. Que la famille était la chose la plus importante au monde. Son parfum sentait la lavande, la même odeur que cette première lettre, et cela m'a retourné l'estomac. Alors que nous marchions à travers les portes coulissantes vers l'aéroport, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et je l'ai vu debout près de la voiture, nous regardant avec une expression qui me hante encore. Ce n'était pas de la tristesse ou de la déception. C'était du calcul, le regard de quelqu'un qui planifiait déjà son prochain coup. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons passés par la sécurité, puis Tessa a commencé à pleurer et n'a pas pu s'arrêter pendant tout le vol du retour. Nous ne sommes jamais retournés en Arizona.
Nous n'avons jamais répondu à un autre appel de ce numéro de Scottsdale. Lorraine a envoyé des lettres pendant des mois par la suite, chacune plus désespérée que la précédente, parlant de combien il nous manquait, de la détérioration de la santé de Donald, de leur désir de nous aider et de faire partie de nos vies. Une lettre mentionnait que le docteur Ashford avait appelé avec nos résultats de test et voulait en discuter avec nous de toute urgence. Une autre incluait un chèque de $10 000 et une note disant que c'était un héritage anticipé, sans condition. Nous avons déchiré les chèques et brûlé les lettres dans le jardin de l'ancien appartement de notre père, regardant le papier se recroqueviller et noircir dans une poubelle métallique. Tessa et moi en parlons parfois tard le soir, quand aucun de nous ne peut dormir, essayant de comprendre quel genre de personnes traqueraient leurs petits-enfants étrangers pour récolter leurs organes. Nous pensons à notre père, à 15 ans, découvrant d'une manière ou d'une autre ce dont ses parents étaient capables et fuyant aussi loin que possible. Nous comprenons maintenant pourquoi il ne parlait jamais de son passé, pourquoi il nous a élevés comme un homme sans histoire. Il nous protégeait de la seule manière qu'il connaissait. Je me demande encore si Donald a finalement obtenu son rein. Si un autre parent désespéré ou un étranger a sauvé sa vie. Je me demande si Lorraine est toujours là-bas, recherchant des avis de décès pour d'autres membres de la famille, d'autres donneurs potentiels. Certaines nuits, je rêve de cette maison dans le désert, de ces carrelages en terre cuite et de ces hauts plafonds. Et je me réveille avec le sentiment d'avoir échappé à quelque chose que je ne comprendrai jamais vraiment. Mon père nous a sauvés 2 fois, une fois en fuyant, et une fois en mourant avant qu'il ne puisse nous atteindre par lui. J'aimerais pouvoir le remercier pour cela. J'aimerais pouvoir lui dire que je comprends enfin. Personne dans ma famille ne voulait s'occuper de la maison de grand-père Warren après les funérailles, alors la tâche m'est revenue. J'avais 34 ans, récemment divorcé, dormant sur le canapé d'un pote à Harrisburg, et techniquement au chômage, ce qui faisait apparemment de moi le candidat idéal. Le vieux bonhomme avait vécu seul dans cette maison en Pennsylvanie rurale pendant plus de 40 ans, collectionnant tout ce qu'il avait jamais touché, et la maison devait être vidée avant la vente aux enchères en avril. Je m'y suis rendu un vendredi matin de mars 2023, pensant à peut-être 2 semaines de travail. La maison sentait exactement comme je m'en souvenais des visites de mon enfance. Ce mélange de vieux bois, de boules antimites et de quelque chose de faiblement métallique que j'associais toujours au sous-sol. Même le papier peint floral dans la cuisine. Même la vieille horloge de grand-père dans le couloir, bloquée à 3h47 depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai commencé par les choses faciles à l'étage, les vêtements, les livres, les vieux albums photos. Mais je savais que le sous-sol allait être le vrai cauchemar. Tout le monde dans la famille connaissait ce sous-sol. Grand-père y entassait des choses depuis le début des années 80. J'ai passé les 2 premiers jours à simplement créer des passages dans le désordre. Des meubles cassés, des appareils électroménagers morts, des tours de magazines et de journaux qui atteignaient le plafond par endroits. Ma tante m'avait prévenu que ce serait mauvais, mais elle n'avait aucune idée. Mercredi après-midi, j'ai enfin atteint l'extrémité du sous-sol, derrière l'ancienne chaudière qui gémissait chaque fois que le chauffage s'allumait. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une section du mur du fond, large d'environ 1,80 m, était complètement obstruée par une bâche en toile épaisse et une pile de caisses en bois. Quand j'ai écarté les caisses, il y avait une porte derrière elles. Pas une porte intérieure normale, mais une porte métallique épaisse comme celle qu'on voit sur les unités de stockage, avec un cadenas solide là maintenant fermé. Le cadenas était vieux mais solide. Aucune rouille dessus, ce qui signifiait que quelqu'un l'avait entretenu. Je suis monté à l'étage et j'ai fouillé dans le bureau de grand-père pendant presque 1 heure avant de trouver une petite clé en laiton dans une enveloppe. L'enveloppe disait simplement « stockage » dans son écriture soignée. Je me souviens que mes paumes étaient moites quand j'ai inséré la clé dans cette serrure. Je me suis dit que c'était probablement des objets de valeur. Peut-être des antiquités ou de l'argent qu'il ne faisait pas confiance aux banques. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi j'allais mettre les pieds. La porte s'est ouverte plus facilement que je ne l'aurais cru, et l'odeur m'a frappé en premier. Pas de pourriture ou de moisie, mais quelque chose de clinique, comme de l'alcool à friction mélangé à du vieux papier. J'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour trouver une chaîne à tirer. Et quand l'ampoule nu s'est allumée en clignotant, j'ai vu une pièce de la taille d'un garage à une voiture. Les murs étaient tapissés d'étagères métalliques, du genre industriel qu'on voit dans les entrepôts, et chaque étagère était remplie de boîtes, des boîtes en carton de type bureau, chacune avec une étiquette blanche à l'avant. Les étiquettes portaient des dates. C'était la première chose que j'ai remarquée. Des dates remontant à des décennies.
1987, 1991, 1994, 2003, 2011. Elles n'étaient pas en ordre, juste éparpillées sur les étagères, mais il devait y en avoir au moins 30 ou 40. Au centre de la pièce se trouvait un bureau en bois avec une vieille lampe dessus, du genre avec un abat-jour en verre vert et une chaise qui semblait avoir été utilisée des milliers de fois. Le coussin du siège était usé jusqu'à la corde. Je suis resté longtemps sur le seuil, essayant de comprendre ce que je voyais. Ma première pensée a été que grand-père avait mené une sorte d'activité parallèle. Peut-être des trucs fiscaux ou des documents juridiques pour les gens de la ville. Cela aurait eu du sens. Cela aurait été bien. J'ai pris la première boîte à portée de main, celle étiquetée 1994, et je l'ai posée sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des chemises, peut-être une douzaine, chacune épaisse de papier. J'ai ouvert la première chemise et j'y ai trouvé des découpes de journaux. Elles étaient jaunes et fragiles, soigneusement découpées et préservées dans des pochettes en plastique. Les titres m'ont serré la gorge. Femme trouvée morte près d'un ruisseau. Aucun suspect. La police déconcertée par un meurtre brutal dans le comté de Westmoreland. Un corps découvert dans une zone boisée. L'enquête se poursuit. Chaque découpe parlait d'un meurtre. De meurtres non résolus. J'ai feuilleté la chemise et il devait y avoir 15 ou 20 articles là-dedans. Tous de différents journaux, tous de 1994, tous sur des assassinats qui n'avaient jamais été élucidés. Au fond de la chemise, sous toutes les découpes, il y avait un petit sac Ziploc. À l'intérieur du sac se trouvait un bracelet en argent avec un pendentif, un petit cœur avec la lettre M gravée dessus. Je l'ai juste fixé. Mon cerveau essayait de trouver une explication. Peut-être que grand-père s'intéressait aux vrais crimes, comme ces gens qui suivent les affaires non résolues comme un passe-temps. Peut-être qu'il collectionnait ces trucs parce qu'il voulait aider d'une manière ou d'une autre. Mais ce bracelet, ce n'était pas une découpe de journal. C'était quelque chose de réel, quelque chose que quelqu'un avait porté à son poignet. J'ai ouvert une autre chemise du même carton. Plus de découpes, plus d'affaires non résolues, et un autre sac Ziploc au fond. Celui-ci contenait un porte-clés, un de ces modèles en plastique bon marché avec un cadre photo. La photo à l'intérieur montrait une jeune femme aux cheveux foncés souriant à la caméra. Elle semblait être à une fête ou un barbecue, tenant une tasse rouge. Je l'ai posée et j'ai ouvert la chemise suivante. Une montre d'homme, un bracelet en argent arrêté à 21h17. La chemise suivante contenait une seule boucle d'oreille, en or avec une petite pierre verte. Chaque chemise avait quelque chose comme ça au fond. Des objets personnels, des choses qui appartenaient à des gens. Je pouvais sentir mon cœur battre si fort qu'il faisait pulser ma vision. J'ai pris un autre carton, celui de 2003, et c'était la même chose. Des découpes sur des meurtres dans différents comtés de Pennsylvanie, parfois de l'Ohio ou de Virginie occidentale, et toujours ces petits sacs avec des objets à l'intérieur. Une bague de mariage, une barrette à cheveux, un jeu de clés. J'en ai compté 8 boîtes avant de devoir m'asseoir sur cette vieille chaise. Le siège était si usé que je pouvais sentir le cadre en bois en dessous. Je suis resté là, essayant de respirer, essayant de trouver une explication qui ne mène pas là où mon esprit allait. C'est alors que j'ai remarqué le tiroir du bureau. Il était verrouillé, mais la même clé en laiton de l'enveloppe à l'étage l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines, toutes des Polaroids, les vieilles avec la bordure blanche. La première que j'ai prise montrait une scène de crime. Du ruban de police jaune, des officiers debout, une forme au sol recouverte d'un drap blanc. La photo avait été prise de loin, derrière un arbre, comme si quelqu'un observait depuis les bois. J'ai tourné à la suivante. Une autre scène de crime, un endroit différent, le même angle. Quelqu'un debout à la lisière, observant, photographiant. Il y avait au moins 50 Polaroids dans ce tiroir. Et chacune d'elles était une photo de scène de crime prise de l'extérieur du périmètre officiel. Certaines montraient les corps avant qu'ils ne soient recouverts. J'ai reconnu l'un des lieux d'une découpe de journal que je venais de regarder, une zone boisée près d'un ruisseau dans le comté de Westmoreland. L'article disait que le corps avait été trouvé par un randonneur un dimanche matin en septembre 1994. La Polaroid montrait le même endroit, le même corps, mais sous un angle que les photos de la police n'auraient jamais pu capturer. Celui qui avait pris ces photos était là. Il observait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cette pièce. 1 heure, peut-être plus. Mon téléphone était mort à un moment donné et je ne l'avais même pas remarqué.
Je suis monté à l'étage pour le recharger et me passer de l'eau sur le visage, et c'est alors que j'ai vu le calendrier sur le mur de la cuisine. Grand-père avait toujours eu le même genre de calendrier, ceux avec un carré pour chaque jour où on écrit les rendez-vous. Il en avait toute une pile dans un tiroir de la cuisine, remontant à des années. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à commencer à les parcourir. Peut-être que je savais déjà. Peut-être que je voulais juste le voir par moi-même. J'ai sorti le calendrier de 1994 et j'ai feuilleté jusqu'à septembre. Le week-end avant que cette femme ne soit trouvée près du ruisseau, il y avait une note de l'écriture de grand-père, voyage de pêche, retour lundi. J'ai pris la découpe de journal d'en bas et j'ai vérifié la date. Elle avait été trouvée le dimanche 18 septembre. Selon son calendrier, grand-père était en voyage de pêche tout ce week-end, parti le vendredi et revenu le lundi. Je me suis senti malade. J'ai attrapé un autre calendrier, celui de 2003, et je l'ai recoupé avec les découpes de cette boîte. Chaque fois, chaque meurtre, il y avait une note disant que grand-père était absent, voyage de pêche, visite un cousin à Erie, convention de quincaillerie à Pittsburgh, retraite spirituelle. J'ai passé les 3 heures suivantes à parcourir chaque calendrier que je pouvais trouver et à les faire correspondre aux dates de ces boîtes. 17 ans de calendrier, et le schéma ne s'est jamais rompu, pas une seule fois. Quand il y avait un meurtre dans les découpes, grand-père était toujours absent ce week-end-là. Il avait toujours une excuse écrite dans son écriture soignée. J'ai pensé à appeler la police sur le champ. J'avais mon téléphone à la main, le pouce survolant le clavier. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. C'était l'homme qui m'avait appris à faire du vélo. L'homme qui m'emmenait au match de baseball, m'achetait des glaces et restait avec moi quand j'avais des cauchemars. J'avais besoin de plus. J'avais besoin d'être absolument sûr avant de détruire sa mémoire, avant de dire à ma mère que son père était un monstre. Alors, j'ai continué à creuser. Au fond du tiroir du bureau, sous toutes les polaroids, il y avait un carnet en cuir. La couverture était fissurée et usée, comme si elle avait été manipulée 1000 fois. Je l'ai ouvert et j'y ai trouvé page après page de notes manuscrites, toutes de l'écriture soignée de grand-père, des dates, des lieux, des noms. Certaines entrées n'étaient que quelques lignes. 14 avril 1991. Route 30, aire de repos près de Greensbourg. Femme, fin vingtaine, cheveux bruns, Toyota bleu sur le parking, seule. D'autres entrées étaient plus longues, plus détaillées. Des descriptions physiques, des habitudes, à quelle heure quelqu'un quittait le travail ou allait jogger ou promenait son chien. J'ai réalisé que je regardais des notes de surveillance. Il avait observé ces gens, les avait étudiés, avait appris leur routine. Le carnet faisait plus de 100 pages, et toutes les entrées n'avaient pas de découpe de journal correspondante. Certaines n'étaient que des notes, des observations, des gens qu'il avait surveillés mais sur lesquels il n'avait jamais agi. Ou peut-être des gens dont les corps n'avaient jamais été retrouvés. J'ai cru que j'allais vomir. Je me suis penché sur le bureau en m'attendant à ce que cela arrive, mais rien n'est sorti. Mon corps tremblait juste. J'ai dû poser ma tête entre mes genoux et me concentrer sur ma respiration jusqu'à ce que la pièce arrête de tourner. Quand j'ai enfin relevé la tête, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Sur le mur derrière le bureau, partiellement caché par l'une des étagères, il y avait une carte. C'était une grande carte de la Pennsylvanie et des États environnants épinglée au mur avec des punaises, et il y avait des marques dessus, des points rouges, des dizaines éparpillées dans la région. Certains avaient de petites dates écrites à côté en encre noire. J'ai reconnu certains des lieux des découpes de journaux. Le comté de Westmoreland, un endroit près de la frontière de l'Ohio, quelque part dans les montagnes au nord. Chaque point rouge était un endroit où quelqu'un était mort. Je suis resté là à fixer cette carte pendant longtemps, comptant les points. Il y avait plus de points que de boîtes sur les étagères. Beaucoup plus. Certains des points les plus anciens, ceux des années 80, s'étaient estompés au point d'être presque roses. Ils faisaient cela depuis des décennies. Peut-être depuis avant ma naissance. Peut-être depuis avant la naissance de ma mère. J'ai pensé à chaque dîner de famille, à chaque Noël, à chaque Thanksgiving où grand-père était assis à la tête de la table, découpait la dinde et racontait des blagues qui faisaient rire tout le monde. J'ai pensé à la façon dont il m'appelait, champion, et me ruflait les cheveux. À son odeur de tabac à pipe et de menthe. Cet homme, ce monstre, s'était caché à la vue de tous pendant toute ma vie. Et personne n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit. J'ai quitté cette pièce et je l'ai verrouillée derrière moi.
Je me suis assis sur les marches du sous-sol pendant ce qui m'a semblé être des heures, fixant simplement le sol en béton, essayant de comprendre quoi faire. Une partie de moi voulait tout brûler, traîner ces boîtes dehors, les arroser d'essence et regarder des décennies d'horreur se transformer en cendres. Personne ne saurait jamais. Grand-père resterait le vieux monsieur gentil dans la mémoire de tous. Et je porterais ce secret jusqu'à ma mort. Mais ensuite, j'ai pensé à ces objets dans les sacs Ziploc. Le bracelet avec la lettre monsieur, le porte-clés avec la femme souriante. La bague de mariage. Ils appartenaient à de vraies personnes. Des gens qui avaient des familles qui n'avaient jamais obtenu de réponse, jamais eu de closure, avaient passé des années à se demander ce qui était arrivé à leur fille, leur sœur, leur femme. Je ne pouvais pas leur enlever cela. Je ne pouvais pas laisser grand-père gagner une fois de plus. Alors, j'ai appelé la police. Je me suis assis sur ces marches de sous-sol et j'ai composé le 911, disant à la standardiste que j'avais trouvé quelque chose dans la maison de mon grand-père, quelque chose lié à de vieux crimes, et que j'avais besoin que quelqu'un vienne voir. L'agent qui est arrivé a probablement pensé que j'étais fou au début, un type qui radotait sur des boîtes, des découpes de meurtre et une pièce secrète, mais ensuite je lui ai montré. J'ai vu son visage changer alors qu'il ouvrait ses dossiers et voyait les polaroids et la carte. Il a passé quelques coups de fil et en moins de 2 heures, la maison était remplie de policiers d'État et d'agents du FBI. C'était il y a presque 2 ans maintenant. Je n'ai toujours pas le droit de parler des détails de l'enquête. Mais je peux vous dire ce qui est devenu public. Ils ont fait correspondre des objets de ces boîtes à 14 meurtres non résolus en Pennsylvanie, Ohio et Virginie occidentale. 14 familles qui ont enfin su ce qui était arrivé à leurs proches. Les enquêteurs m'ont dit qu'il y a probablement plus de cas des années 70 et du début des années 80 où les preuves sont trop dégradées pour établir une connexion définitive. Ma mère a arrêté de me parler après que l'histoire ait fait les nouvelles. Elle dit que j'ai détruit la mémoire de son père pour rien. Que j'ai du mal à comprendre ce que j'ai trouvé. Qu'il doit y avoir une autre explication. Il n'y en a pas. Je sais ce que j'ai vu dans cette pièce. Je sais ce que disaient ces calendriers. Certaines nuits, je rêve encore de cette carte sur le mur. Tous ces points rouges estompés s'étalant sur 3 états comme une maladie. Je pense au fait qu'il est mort paisiblement dans son sommeil à 87 ans, entouré de sa famille, et qu'il n'a jamais répondu de quoi que ce soit. Je pense à la façon dont je m'asseyais sur ses genoux enfants et qu'il me lisait des histoires avant de me coucher. Et je me demande combien d'autres familles ont des sous-sols qu'elles n'ont jamais regardés, avec des portes qu'elles n'ont jamais ouvertes. Cachant des secrets qui briseraient tout ce qu'elles croyaient savoir. Les chambres d'hôpital ont un silence particulier qui pèse lourd dans l'air, différent de tout autre type de calme que j'ai jamais connu. Je l'ai appris pendant mes années en tant qu'infirmière à l'hôpital commémoratif Sainte-Catherine à Harrisburg, en Pennsylvanie. Mais rien ne m'avait préparé à ce que ce silence ressentirait quand c'était ma propre grand-mère qui était allongée dans le lit. Octobre 2017 aurait dû être un bon mois pour moi. Je venais de me fiancer avec mon petit ami du collège. Nous planifions un mariage au printemps, et la vie semblait se mettre en place comme tout le monde l'avait toujours promis. Puis ma mère m'a appelé à 6 heures du matin un mardi, sa voix tremblante alors qu'elle me disait que Nana Ruth s'était effondrée dans sa cuisine et que les médecins disaient qu'elle n'avait peut-être plus beaucoup de temps. J'ai conduit pendant 3 heures sous une pluie si forte que je pouvais à peine voir la route, mes jointures blanches sur le volant, priant un Dieu en qui je n'étais plus sûr de croire. Quand je suis arrivé, elle avait déjà glissé dans cet état intermédiaire entre la conscience et ce qui vient ensuite. Ses yeux fermés, sa respiration superficielle et laborieuse. Nana Ruth avait 87 ans, et jusqu'à ce mardi matin, elle m'avait semblé invincible. Elle vivait toujours seule dans la même ferme où elle avait élevé ma mère, entretenait toujours son potager chaque printemps, préparait toujours sa fameuse confiture de pommes chaque automne, et en envoyait des pots à toute la famille. J'avais obtenu mon diplôme d'infirmière à 23 ans, jeune et idéaliste, convaincu que comprendre la mécanique de la mort la rendrait d'une manière ou d'une autre plus facile à affronter. Assise à côté de son lit ce mercredi-là, tenant sa main pendant que mes parents faisaient les 100 pas dans le couloir et passaient des coups de fil, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé. Sa peau était comme du papier de soie, fine, sèche et fragile d'une manière qui me serrait la gorge chaque fois que je la regardais. Elle marmonnait dans son sommeil depuis toute la matinée. Des fragments de phrases qui n'avaient aucun sens. Des noms que je ne reconnaissais pas. Ce qui ressemblait à des excuses adressées à des personnes qui n'étaient pas dans la pièce. Je pensais que c'était juste la médication ou la confusion qui vient souvent à la fin,
jusqu'à ce que ses doigts se referment soudainement autour des miens avec une force surprenante et que ses yeux s'ouvrent brusquement. Elle me regarda directement et, pendant un moment, elle fut complètement lucide, complètement présente et complètement terrifiée. Elle n'aurait pas dû rentrer à la maison ce soir-là. Nana Ruth murmura, sa voix sèche et craquelée comme des feuilles d'automne. Je me penchai plus près, pensant avoir mal entendu, pensant qu'elle était peut-être encore prise dans un rêve de son passé. Mais ses yeux étaient rivés aux miens avec une intensité qui me donna envie de reculer. Je dois te le dire avant de partir. Il faut que quelqu'un sache. Sa prise sur ma main se resserra encore, ses ongles cassants s'enfonçant dans ma paume assez fort pour laisser des marques. Je jetai un coup d'œil vers la porte, me demandant si je devais appeler ma mère, mais quelque chose dans l'expression de Nana m'arrêta. Elle avait l'air d'une femme qui avait porté un fardeau si longtemps que ses os s'étaient courbés autour. Et maintenant, à la toute fin, elle était désespérée de le poser. Je lui dis que c'était bon, qu'elle pouvait me dire n'importe quoi, que j'écoutais. Je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'engageais. Elle commença à parler d'une voix si basse que je dus approcher mon oreille de sa bouche, assez près pour sentir l'odeur de son haleine et la légère odeur chimique des médicaments qui coulaient dans son bras. Elle me parla d'une nuit en été 1987, une nuit où elle vivait encore à Westboro avec mon grand-père avant qu'il ne meure. Elle me parla de sa voisine, une femme nommée Donna Whitmore, qui vivait dans une petite maison bleue au bout de Chestnut Road avec son mari et ses 2 jeunes enfants. La voix de Nana Ruth tremblait en décrivant Donna, une femme calme aux cheveux auburn, qui portait toujours une croix en argent autour du cou et apportait des plats cuisinés chaque fois que quelqu'un dans le quartier était malade. Elle était gentille, dit Nana Ruth, et quelque chose dans la manière dont elle le dit me serra la poitrine. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Rien de tout cela. Et j'ai laissé accuser la mauvaise personne parce que j'avais trop peur pour parler. Je restais là, figé, mon cœur battant contre mes côtes, regardant des larmes couler des coins des yeux de ma grand-mère et disparaître dans l'oreiller sous sa tête. L'histoire sortit par fragments, comme si elle retirait des morceaux de verre d'une blessure qui n'avait jamais correctement guéri. Cette nuit d'été en 1987, Donna Whitmore devait rendre visite à sa sœur à Pittsburgh. Son mari, un homme nommé Gene, avait dit à tout le monde dans le quartier que Donna serait absente tout le week-end. Il en avait parlé au magasin de quincaillerie, au dîner, à quiconque voulait bien l'écouter. Nana Ruth dit qu'elle se souvenait avoir pensé que c'était étrange à quel point il en parlait souvent, comme s'il voulait s'assurer que les gens savaient que la maison serait vide, à part lui et les enfants. Elle était assise sur son porche ce vendredi soir, et causant des petits pois dans un bol en métal, quand elle vit quelqu'un marcher sur le chemin vers la maison des Whitmore. Ce n'était pas Gene. C'était un homme qu'elle reconnaissait de l'église, quelqu'un nommé Lloyd Baker, qui travaillait à la scierie en bordure de la ville et qu'on avait vu parler à Gene à voix basse pendant des semaines avant cette nuit-là. Lloyd portait quelque chose enveloppé dans un tissu sombre, quelque chose de long et lourd, et il marchait avec une détermination qui fit poser à Nana Ruth son bol de petits pois et observer. Elle me dit qu'elle avait failli l'appeler, failli lui demander ce qu'il faisait là alors que la femme de Gene était censée être absente. Mais quelque chose l'en empêcha. Un sentiment dans ses tripes, un avertissement qu'elle ne pouvait pas nommer, une sensation qu'elle voyait quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Elle regarda Lloyd disparaître derrière la maison des Whitmore et elle se dit que ce n'était pas ses affaires, qu'il était probablement juste là pour aider Gene avec un projet, qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'un homme rende visite à son ami un vendredi soir. Elle rentra et prépara le dîner pour mon grand-père, et elle essaya d'oublier la manière dont Lloyd marchait, la manière dont ses épaules étaient voûtées comme s'il se préparait à quelque chose. Il était presque minuit quand elle entendit les cris. Même 30 ans plus tard, allongé dans ce lit d'hôpital, le visage de Nana Ruth se tordit en décrivant le son. Brut, animal, le genre de cri qui ne semble pas humain parce que les humains ne sont pas censés ressentir autant de douleur. Les cris s'arrêtèrent après quelques minutes, puis il y eut des sirènes, puis les lumières clignotantes des voitures de police illuminèrent toute la rue en rouge et bleu. Donna Whitmore était rentrée plus tôt de Pittsburgh parce que sa sœur était tombée malade. Elle n'aurait pas dû être là, mais elle l'était. La police conclut à un cambriolage qui avait mal tourné. Donna était entrée chez elle et avait surpris un intrus, dirent-ils, quelqu'un qui avait paniqué et l'avait attaqué avant de s'enfuir dans la nuit. Gene joua si bien le mari endeuillé que personne ne pensa à le regarder de trop près. Il pleura à l'enterrement. Il tint ses enfants. Il accepta les plats cuisinés des mêmes voisins qui les avaient reçus de sa femme défunte. Mais il y avait un homme qui vivait à 2 rues de là, un vagabond nommé Terence Gould, qui n'était en ville que depuis quelques mois, faisant des petits boulots et dormant dans une chambre au-dessus de l'ancienne mercerie. Terence avait un casier, un vol à l'étalage,
une bagarre de bar qui lui avait valu 6 mois de prison du comté, et il n'avait pas d'alibi pour ce vendredi soir parce qu'il avait bu seul dans sa chambre. La police trouva un ticket de prêt sur gage dans sa poche pour un collier en argent avec un pendentif en forme de croix, et ce fut suffisant. Terence Gould fut arrêté, jugé et condamné pour le meurtre de Donna Whitmore en moins de 8 mois. Il mourut en prison en 2003, clamant toujours son innocence, affirmant qu'il avait acheté ce collier à un homme qu'il avait rencontré devant un bar et qu'il ne savait pas d'où il venait vraiment. La voix de Nana Ruth se brisa quand elle me dit pourquoi elle n'avait jamais rien dit. Lloyd Becker était son frère. Son petit frère, le Benjamin de la famille, celui qu'elle avait aidé à élever après la mort de leur mère quand Lloyd n'avait que 6 ans. Elle l'avait vu faire ses premiers pas, lui avait appris à lire, l'avait protégé de la colère de leur père quand le vieux rentrait ivre et cherchait quelqu'un à frapper. Lloyd n'était pas un bon homme. Elle le savait. Elle l'avait toujours su. Mais c'était son sang. Et quand la police était venue frapper aux portes en demandant si quelqu'un avait vu quelque chose d'inhabituel cette nuit-là, elle leur avait dit non. Elle avait dit qu'elle était restée à l'intérieur toute la soirée, qu'elle n'avait pas regardé par la fenêtre, qu'elle n'avait pas vu Lloyd marcher vers la maison des Whitmore avec quelque chose de lourd dans les mains. Elle avait menti pour protéger le garçon qu'elle avait élevé, et en faisant cela, elle avait condamné un homme innocent à mourir derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Je l'ai porté chaque jour depuis, murmura-t-elle. Sa voix était à peine audible maintenant, sa prise sur ma main s'affaiblissant à chaque seconde. Et maintenant, je vais rencontrer mon Créateur. Et je ne sais pas s'il me pardonnera. Mais il fallait que tu saches. Quelqu'un devait connaître la vérité. Elle mourut moins d'1 heure plus tard, s'éteignant si silencieusement que j'ai failli ne pas m'en rendre compte. Un moment, elle respirait, faible et laborieuse, et le moment d'après, elle ne l'était plus. Je suis resté là, tenant sa main longtemps après qu'elle soit devenue froide, incapable de bouger, incapable de traiter ce qu'elle m'avait dit. Ma mère revint dans la pièce avec 2 tasses de café et me trouva ainsi, fixant le visage de Nana Ruth, des larmes coulant sur mes joues sans même que je réalise que je pleurais. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais entendu. Je ne l'ai dit à personne. Une partie de moi voulait croire que ce n'était que les divagations d'une femme mourante, la confusion d'un cerveau en train de s'éteindre, des souvenirs emmêlés avec des rêves et des regrets qui n'avaient aucun fondement dans la réalité. Je me suis accroché à cet espoir pendant les funérailles, pendant l'enterrement dans le petit cimetière derrière l'église méthodiste où Nana Ruth avait adoré pendant 60 ans, pendant les semaines qui suivirent où j'ai essayé de retourner à ma vie normale et de faire semblant que tout allait bien. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Donna Whitmore, à Terence Gould, à un homme nommé Lloyd Becker qui marchait vers une maison avec quelque chose de lourd dans les mains un soir d'été il y a 30 ans. C'était presque 3 semaines après les funérailles quand j'ai finalement craqué et que j'ai cherché en ligne. Je me suis dit que je voulais juste prouver que Nana Ruth s'était trompée, qu'il n'y avait pas eu de meurtre sur Chestnut Road à Westboro en 1987, que toute l'histoire était une fiction que son cerveau mourant avait construite à partir de fragments de vieilles émissions de télévision et de rapports de nouvelles à moitié mémorisés. J'ai tapé « Donna Whitmore Westboro 1987 » et j'ai appuyé sur « Entrée ». Et le premier résultat m'a donné l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. La voilà, une photographie de journal du Westboro Herald. Granuleuse et délavée, mais indéniablement réelle. Des cheveux auburn, un sourire doux, une petite croix en argent visible à sa gorge. Le titre disait « Une femme locale tuée lors d'une intrusion à domicile », et la date était le 18 juillet 1987. J'ai fait défiler article après article, mes mains tremblant contre le clavier, lisant les détails de l'enquête, l'arrestation, le procès, la condamnation. Le portrait robot de Terence Gould me fixait depuis l'écran. Un homme mince aux yeux creux et à l'air de terreur perplexe, comme s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait arrêter de respirer complètement. Un petit article de seulement 2 mois plus tôt, enterré dans la section des nouvelles locales du journal de Westboro. Le titre disait « Réexamen d'une affaire non résolue, le meurtre de Whitmore en 1987 rouvert après l'émergence de nouvelles preuves ». Astérisque, j'ai lu cet article tellement de fois que je pourrais le réciter par cœur. Un détective nommé Hank Ellsworth avait été chargé de réexaminer de vieilles affaires dans le cadre d'une initiative de l'État. Et quand il avait sorti le dossier Whitmore, il avait trouvé des incohérences que les enquêteurs originaux avaient négligées. Le ticket de prêt sur gage qui avait condamné Terence Gould était daté du 19 juillet, un jour après le meurtre. Mais les registres du propriétaire du prêt sur gage montraient qu'il n'avait pas ouvert avant midi ce jour-là. Et des témoins plaçaient Terence ivre mort dans sa chambre au-dessus de la mercerie bien après 14 heures.
Il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu mettre en gage ce collier dans la fenêtre de temps que la poursuite affirmait. Plus troublant encore, le détective Ellsworth avait trouvé des notes dans le dossier original suggérant qu'un autre voisin avait mentionné avoir vu quelqu'un près de la maison des Whitmore cette nuit-là, un homme qui ne correspondait pas du tout à la description de Terence Gould. Cette piste n'avait jamais été suivie. Le voisin qui avait fait la déclaration était mort en 1994, mais son nom était toujours là dans le dossier, écrit à l'encre bleue délavée sur un morceau de papier jauni. Son nom était Ruth Baker, ma grand-mère. Elle avait dit quelque chose à la police après tout, quelque chose qui contredisait son témoignage ultérieur, et quelqu'un l'avait enterré. J'ai passé la semaine suivante à peine dormir, à peine manger, lisant tout ce que je pouvais trouver sur l'affaire et sur les personnes impliquées. Jane Whitmore s'était remariée en 1991 et avait déménagé en Floride, où il était mort d'une crise cardiaque en 2008. Lloyd Baker, mon grand-oncle, un homme dont je n'avais jamais entendu le nom jusqu'à ce que Nana Ruth le murmure dans cette chambre d'hôpital, avait quitté Westboro peu après le procès et passé le reste de sa vie à errer entre de petites villes du Midwest. Il était mort seul dans une chambre de motel en Iowa en 2012. Insuffisance hépatique, aucun membre de la famille à l'enterrement. Les seules personnes encore en vie qui pourraient connaître la vérité étaient les deux enfants de Donna, maintenant des adultes avec leur propre famille. Et ils avaient apparemment été ceux qui avaient poussé à la réouverture de l'affaire. J'ai trouvé une interview avec la fille, une femme nommée Catherine, qui avait 6 ans quand sa mère avait été tuée. Elle avait dit avoir passé toute sa vie à croire que Terence Gould était le monstre qui avait détruit sa famille. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Elle disait se souvenir de choses de cette nuit-là, des fragments qui n'avaient pas de sens. Des images de son père parlant à un homme dans leur jardin alors que sa mère était censée être à Pittsburgh. Elle était trop jeune pour comprendre ce qu'elle voyait, mais le souvenir ne l'avait jamais quittée. J'ai appelé le détective Ellsworth un lundi matin en novembre, assis dans ma voiture sur le parking de l'hôpital où je travaillais parce que je ne pouvais pas me résoudre à passer cet appel depuis mon appartement. Ma voix tremblait quand je lui ai dit qui j'étais et ce que je savais. Et il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne avant qu'il ne me demande de venir au poste pour faire une déclaration officielle. J'ai conduit à Westboro ce même après-midi, 3 heures sur le même trajet que j'avais pris pour voir ma grand-mère mourir. Et je me suis assis dans une petite pièce grise avec des lumières fluorescentes et j'ai tout raconté à un étranger, chaque détail dont je me souvenais, chaque nom et chaque description. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage complètement illisible. Et quand j'ai terminé, il m'a remercié et dit qu'il me contacterait. Je suis sorti de ce poste en me sentant vidé, comme si j'avais laissé quelque chose d'essentiel derrière moi dans cette pièce. J'avais détruit la mémoire de ma grand-mère, l'avais exposée comme quelqu'un qui avait laissé un homme innocent pourrir en prison pour protéger un meurtrier. Mais je savais aussi que Terence Gould méritait que son nom soit lavé, même s'il n'était plus en vie pour le voir. Sa famille méritait de savoir. Les enfants de Donna méritaient de savoir. La vérité ne cesse pas d'importer simplement parce que les personnes qui l'ont vécue sont parties. L'affaire est toujours en cours d'enquête à ce jour. Le détective Ellsworth m'a dit le mois dernier qu'il travaillait à disculper officiellement Terence Gould, bien que ces choses prennent du temps et que les roues de la justice tournent lentement, surtout pour un homme mort depuis plus de 15 ans. Je n'ai jamais dit à ma mère ce que Nana Ruth m'avait confié. Et je ne sais pas si je le ferai un jour. Certaines vérités sont trop lourdes à partager avec des personnes qui aiment la personne accusée. Et ma mère vénérait sa mère comme je l'ai fait un jour. Je pense à Nana Ruth tous les jours maintenant. Pas à la femme qui faisait de la confiture de pommes et m'apprenait à faire des tartes, mais à la femme qui était assise sur son porche et avait regardé un homme marcher vers un meurtre sans rien faire pour l'arrêter. Je pense à la manière dont elle a vécu avec ce secret pendant 30 ans. À la manière dont elle allait à l'église chaque dimanche et priait un Dieu en qui elle croyait la regardait. À la manière dont elle a porté ce poids jusqu'à ce qu'il finisse par la briser. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Je ne sais pas si quelqu'un le peut. Mais je sais qu'elle voulait que la vérité éclate, même si elle avait trop peur pour être celle qui la dirait. À la fin, c'est pour cela qu'elle me l'a dit. Elle savait que je ne pourrais pas rester silencieux. Elle savait que je ferais ce qu'elle n'avait jamais pu faire. Et peut-être que c'était sa manière de faire amende honorable, de passer le fardeau à quelqu'un d'assez fort pour le porter à la lumière. Je souhaite seulement qu'elle l'ait fait 30 ans plus tôt, avant que Terence Gould ne meure seul dans une cellule de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Toujours en attente que quelqu'un le croie. Ma grand-mère m'a appelé un mercredi soir, disant qu'elle avait besoin d'aide pour trier de vieilles boîtes dans le grenier, et m'a demandé si je pouvais venir passer le week-end.
Elle avait une voix étrange au téléphone, tremblante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Et grand-père Howard n'arrêtait pas de l'interrompre en arrière-plan, disant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Il vivait sur cette propriété de 40 acres en Virginie occidentale rurale, principalement de la forêt et des terres agricoles envahies, un endroit qui appartenait à la famille depuis avant la naissance de ma mère. Je n'y avais pas rendu visite depuis Thanksgiving 2 ans plus tôt, et la culpabilité me rongeait. Alors, j'ai dit oui, j'ai pris le vendredi suivant comme jour de congé, et j'ai fait les 6 heures de route depuis Richmond. Mes amis pensaient que c'était gentil de ma part d'aider mes grands-parents âgés. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi je mettais vraiment les pieds. Aucun de nous n'en avait. Si j'avais su, je serais resté chez moi et je n'aurais jamais répondu à cet appel. J'aurais laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale prenne le relais, puis je l'aurais effacé sans écouter. Je suis arrivé sur leur propriété vers 16 h ce vendredi-là, la première semaine d'avril, quand tout était encore brun et mort de l'hiver. L'allée était presque un quart de mile de gravier qui s'était principalement transformé en boue, et ma voiture a eu du mal à traverser les endroits plus profonds. Grand-mère m'attendait sur le porche quand je suis arrivé, enveloppée dans un épais cardigan, même s'il ne faisait pas si froid, et elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Grand-père est resté à l'intérieur à regarder une émission de jeux à l'ancienne télévision, m'a à peine reconnu quand je suis entré avec mon sac de voyage. Il y avait cette tension dans la maison que j'ai immédiatement perçue. De petits regards entre eux quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. Grand-mère commençait à dire quelque chose puis se reprenait, changeant de sujet pour quelque chose de banal comme la météo ou ce qu'elle préparait pour le dîner. Je me suis dit qu'ils vieillissaient simplement, qu'ils avaient peut-être des problèmes de santé dont ils ne voulaient pas m'inquiéter. Mais c'était plus que ça. Quelque chose n'allait pas dans cette maison. Quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait aborder. Et j'ai passé toute cette première soirée à essayer de comprendre ce que c'était. Samedi matin, je me suis réveillé tôt, vers 6 h, parce que j'ai entendu la porte arrière claquer. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre d'amis et j'ai vu grand-père marcher vers la lisière des bois à l'extrémité de leur propriété, portant un sac en plastique de supermarché dans une main. Il se déplaçait plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des années, avec un but, comme s'il avait un endroit où aller. J'ai pensé qu'il allait peut-être nourrir des chats errants ou vérifier quelque chose dans l'ancienne grange. Alors, je n'y ai pas trop pensé et je suis retourné me coucher pendant une autre heure. Quand je suis descendu pour le petit déjeuner, il était déjà de retour, assis à la table de la cuisine avec son café, comme si de rien n'était. Grand-mère a préparé des œufs brouillés et des toasts. Et nous avons parlé de choses normales, mon travail, mon appartement, si je voyais quelqu'un. Mais j'ai remarqué que le sac de supermarché avait disparu. Et quand j'ai demandé à grand-père ce qu'il faisait dehors si tôt, il a simplement dit qu'il vérifiait la limite de la propriété pour des branches tombées. Grand-mère a arrêté sa fourchette à mi-chemin de sa bouche pendant une seconde. Puis elle a continué à manger comme si tout était normal. C'était le premier vrai mensonge que je les ai surpris à dire, et cela a éveillé ma curiosité sur ce qu'ils cachaient d'autre. Après le petit déjeuner, grand-mère m'a demandé si je voulais faire une promenade autour de la propriété, prendre l'air avant de commencer à trier les boîtes du grenier. J'ai dit, bien sûr, pensant que ce serait agréable de me dégourdir les jambes après le long trajet. Nous avons marché devant l'ancien poulailler qui n'avait pas abrité de poules depuis des décennies, devant la grange en ruine avec le vieux tracteur rouillé à l'intérieur, et vers le bord des bois. Grand-mère a pointé différents arbres dont elle se souvenait de son enfance. Elle m'a raconté des histoires sur le fait de jouer dans ces bois quand elle était petite. Mais j'ai remarqué qu'elle nous éloignait toujours d'une certaine direction, trouvant toujours une raison de tourner à gauche au lieu de droite, de revenir vers la maison. À un moment, j'ai vu ce qui ressemblait à un sentier usé traversant les broussailles, se dirigeant plus profondément dans la forêt, et j'ai demandé où il menait. Elle est devenue silencieuse pendant un moment, puis a dit que c'était juste un vieux sentier de chasse qui ne menait plus nulle part. Sa voix était tendue quand elle l'a dit, et elle ne voulait pas croiser mon regard. Ce sentier était clairement encore utilisé, la végétation piétinait, des empreintes de pas fraîches visibles dans la boue. Quelqu'un avait marché sur ce sentier récemment, et grand-mère ne voulait pas que je le sache. Cet après-midi-là, pendant que mes grands-parents faisaient la sieste, j'ai décidé de suivre le sentier moi-même. Je me suis dit que j'étais juste curieux. Peut-être qu'il y avait une vieille cabane ou quelque chose d'intéressant là-bas. Rien à craindre. J'ai enfilé mes bottes de randonnée et je me suis dirigé vers les bois, suivant le sentier usé à travers les arbres. La forêt était dense, principalement des chênes et des pins, et plus je marchais, plus tout devenait silencieux. Pas d'oiseaux chantant, pas d'écureuils courant dans les branches,
juste mes pas crissant sur les feuilles mortes. Après environ 10 minutes, le sentier s'est ouvert sur une petite clairière. Et c'est alors que j'ai vu le puits. C'était un vieux puits en pierre, du genre qu'on voit sur des photos datant de 100 ans, avec un couvercle en bois placé par-dessus. Le couvercle semblait plus récent que le puits lui-même, peut-être seulement quelques années, et il y avait des pierres lourdes placées dessus, comme si quelqu'un voulait s'assurer qu'il restait fermé. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention était la structure à côté, à moitié cachée par des buissons envahissants. Cela ressemblait à un ancien cellier ou abri anti-tempête, une entrée en béton construite dans une petite colline avec une porte métallique rouillée légèrement entr'ouverte. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là. Chaque instinct me disait de retourner à la maison et de faire semblant de ne jamais avoir trouvé cet endroit. Mais je n'arrêtais pas de penser à grand-père s'échappant à l'aube avec ce sac de supermarché, à grand-mère m'éloignant de cette direction, à tous les regards étranges et aux phrases inachevées. Alors, je me suis approché de l'abri et j'ai ouvert la porte plus grand. Les charnières ont grincé de rouille et une odeur m'a immédiatement frappé. De la terre humide et autre chose, quelque chose de rance et d'humain. J'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour regarder à l'intérieur, et mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Il y avait des escaliers menant vers le bas dans l'obscurité, peut-être 8 ou 10 marches en béton, et au fond, je pouvais voir une petite pièce. Quelqu'un avait vécu là-bas. Il y avait un lit de camp avec des couvertures empilées dessus, des bouteilles d'eau vide éparpillées sur le sol, des boîtes de conserve empilées contre le mur, un seau dans le coin que je ne voulais pas imaginer, et sur les murs, écrit à ce qui ressemblait à du marqueur ou peut-être du charbon de bois, il y avait des mots, des phrases. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ils vont me tuer. Pas de ponctuation, pas de majuscule, juste une peur brute mise en mots. Plus loin sur le mur, il y avait plus. J'ai fait ce que vous avez demandé. Je suis resté silencieux. Et en plus grosses lettres près du lit de camp, combien de temps dois-je rester ici ? Il y avait des marques de décompte griffonnées dans une section du mur, groupées par série de 5, et je les ai comptées 2 fois pour être sûr. 117 jours. Quelqu'un avait été ici pendant presque 4 mois, marquant chaque jour, attendant quelque chose. La dernière écriture était près des escaliers, et elle était différente du reste. Plus calme d'une certaine manière, plus résignée. Elle disait simplement, ce sont de bonnes personnes. Ils essaient de m'aider. Je le sais maintenant. Cela m'a perturbé plus que toutes les supplications désespérées combinées. Cela sonnait comme quelque chose qu'une personne écrirait après avoir abandonné, après avoir accepté ce qui lui arrivait. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, mes mains tremblant si fort que la moitié d'entre elles sont sorties floues. J'ai fouillé le reste de l'abri, cherchant tout ce qui pourrait me dire qui avait été gardé ici. Sous le lit de camp, j'ai trouvé un petit tas de vêtements, une chemise en flanelle usée et un jean qui semblait appartenir à un homme, peut-être de taille moyenne. Il y avait un livre de poche avec la couverture arrachée, une sorte de thriller d'après ce que je pouvais dire, avec des pages cornées partout. Dans le coin derrière les boîtes de conserve, j'ai trouvé un portefeuille. Il était vieux. Le cuir craquelé et délavé. Et à l'intérieur, il n'y avait ni argent ni carte de crédit, juste un permis de conduire de Virginie occidentale. La photo montrait un homme dans la trentaine, au visage mince, aux cheveux foncés et aux yeux fatigués. Le nom sur le permis était Curtis Allen Webb, et selon la date de naissance, il aurait eu 34 ans quand le permis avait été délivré. La date de délivrance était 2015, ce qui signifiait qu'il avait expiré depuis des années. J'ai fixé ce visage pendant longtemps, essayant de comprendre ce que je regardais. Qui était cet homme ? Pourquoi mes grands-parents l'avaient-ils gardé dans un abri souterrain sur leur propriété ? Et où était-il maintenant ? Le lit de camp n'avait pas été utilisé récemment. Les couvertures étaient froides, et il y avait une couche de poussière sur tout. Qui que soit Curtis Webb, il n'était pas resté ici depuis un moment, mais quelqu'un entretenait encore cet endroit, venait encore ici. Le sac de supermarché que grand-père avait porté ce matin-là devait être lié d'une manière ou d'une autre. J'ai mis le portefeuille dans ma poche et j'ai grimpé ces escaliers, mes jambes tremblant si fort que j'ai dû me cramponner à la rampe pour ne pas tomber. Quand je suis sorti, j'ai regardé le puits à nouveau. Vraiment regardé cette fois. Le couvercle en bois était épais, solide, construit pour supporter du poids. Ces pierres dessus n'étaient pas une décoration. Elles étaient là pour garder quelque chose à l'intérieur ou empêcher quelqu'un d'entrer. Je me suis approché et j'ai essayé de déplacer une des pierres, mais elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, peut-être 18 ou 23 kilos.
J'ai réussi à la faire glisser sur le côté, puis une autre jusqu'à ce que je puisse soulever le bord du couvercle en bois juste assez pour regarder à l'intérieur. L'odeur qui en est sortie était horrible, humide et pourrie, comme de l'eau stagnante mélangée à de la décomposition. J'ai éclairé avec la lampe torche de mon téléphone dans l'obscurité, mais le puits était profond, peut-être 9 mètres, et je ne pouvais pas voir le fond clairement. Il y avait de l'eau là-bas, noire et immobile, et quelque chose flottant à la surface. Cela ressemblait à du tissu, peut-être un vêtement, amassé et détrempé. Je ne pouvais pas dire ce que c'était, et je ne voulais pas le savoir. J'ai laissé retomber le couvercle, j'ai poussé les pierres en place, et je suis retourné à la maison aussi vite que possible sans courir. Mes grands-parents étaient réveillés quand je suis rentré, assis dans le salon, regardant la télévision comme si de rien n'était. Je suis resté un moment sur le seuil, regardant ces deux personnes que je connaissais depuis toute ma vie, essayant de concilier les grands-parents qui m'avaient appris à pêcher et cuisiner des gâteaux d'anniversaire avec ce qui se passait dans cet abri souterrain. Grand-mère a levé les yeux et m'a souri, m'a demandé si j'avais apprécié ma promenade. J'ai dit, oui, c'était agréable. Puis je suis monté dans la chambre d'amis et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis sur le lit et j'ai sorti le portefeuille, fixant le visage de Curtis Webb sur ce permis expiré. J'ai recherché son nom sur mon téléphone, mais le signal là-bas était terrible. À peine une barre et rien ne chargeait. J'ai essayé différentes combinaisons. Curtis Webb Virginie occidentale, Curtis Webb personne disparue, Curtis Webb avis de décès. Les pages continuaient de tourner, ne chargeant jamais, et finalement j'ai abandonné. J'avais besoin de confronter mes grands-parents, mais je ne savais même pas comment commencer cette conversation. Et, grand-mère, j'ai trouvé ton bunker souterrain et la pièce d'identité de l'homme que tu gardais prisonnier, tu veux expliquer ? Cela sonnait fou, même dans ma tête. Mais je ne pouvais pas faire semblant de ne pas avoir vu ce que j'avais vu. Cet abri, ces mots désespérés sur les murs, cette chose flottant dans le puits. Quelque chose de terrible s'était passé sur cette propriété, et mes grands-parents en étaient au centre. J'ai attendu jusqu'au dîner, assis en face d'eux à la table de la cuisine pendant que grand-mère servait du pain de viande et de la purée de pommes de terre comme si c'était une soirée normale de samedi. Je pouvais à peine manger, juste pousser la nourriture dans mon assiette, essayant de trouver les bons mots. Finalement, quand grand-père s'est levé pour remplir son verre d'eau, j'ai sorti le portefeuille et je l'ai posé sur la table. Grand-mère l'a vu la première, et le sang a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a saisi le bord de la table avec les deux mains, se stabilisant, et a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Grand-père s'est retourné, a vu le portefeuille, et tout son corps s'est raidi. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis grand-mère m'a regardé avec des yeux que je n'avais jamais vus auparavant, fatigué, effrayé et d'une manière ou d'une autre soulagé tout à la fois. Et elle a dit qu'il se demandait quand quelqu'un découvrirait. Elle a dit qu'il portait cela depuis des années, que cela les rongeait, et que peut-être était-il temps de enfin dire la vérité à quelqu'un. Grand-père s'est rassis lourdement, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Et il m'a dit de ranger le portefeuille parce qu'il ne pouvait pas supporter de regarder ce visage à nouveau. Ils m'ont dit que Curtis Webb était arrivé à leur porte à l'automne 2015, désespéré, saignant d'une coupure au front, les suppliant de le cacher. Il a dit que des gens étaient après lui. De mauvaises personnes. Qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et qu'il voulait maintenant le tuer. Mes grands-parents ne savaient pas quoi faire. Ils étaient isolés ici, sans voisins proches, et cet homme terrifié suppliait pour sa vie sur leur porche. Alors, ils l'ont laissé rester dans l'ancien abri anti-tempête juste pour quelques jours, jusqu'à ce que les choses se calment. C'est ce qu'ils se sont dit. Mais les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Curtis était paranoïaque, refusait qu'ils appellent la police, disait que les gens qui le cherchaient avaient des connexions partout. Grand-mère lui apportait de la nourriture et de l'eau chaque jour. Grand-père a renforcé la porte de l'abri et ils ont gardé son secret. Ils m'ont dit qu'il était un bon homme, juste effrayé, qu'il n'avait jamais fait de mal à personne et ne demandait pas grand-chose. Il écrivait sur les murs pour garder son esprit sain, comptant les jours jusqu'à ce qu'il soit sûr de partir. Mais ce n'était jamais sûr. Ou du moins, c'est ce que Curtis croyait. Et finalement, quelque chose en lui a simplement craqué. Grand-mère a arrêté de parler à ce moment-là, ne pouvait pas continuer. Et grand-père a dû finir l'histoire avec des larmes coulant sur son visage. Il m'a dit qu'un matin au début de 2016, après que Curtis ait été dans l'abri pendant environ 4 mois, grand-mère est allée lui apporter le petit déjeuner et a trouvé la porte grande ouverte. Curtis avait disparu.
Ses vêtements étaient toujours là, les couvertures, tout sauf l'homme lui-même. Ils ont fouillé la propriété pendant des jours, appelé son nom, vérifié chaque bâtiment et chaque recoin de ses 40 acres. Rien. Il avait simplement disparu en pleine nuit sans rien emporter. Grand-père a dit qu'ils avaient supposé qu'il s'était enfin senti assez en sécurité pour partir, qu'il s'était éclipsé pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Mais ensuite, j'ai posé la question sur le puits. La question est sortie de ma bouche avant que je ne puisse l'arrêter, et ils sont tous les deux devenus silencieux. Grand-mère a commencé à pleurer. Ces sanglots silencieux qui secouaient tout son corps. Et grand-père a juste fixé la table comme s'il regardait à travers elle quelque chose de terrible. Il a dit qu'ils avaient trouvé le couvercle du puits déplacé quelques semaines après la disparition de Curtis. Qu'ils avaient regardé à l'intérieur et vu quelque chose flotter dans l'eau, mais qu'ils n'avaient pas pu se résoudre à descendre vérifier. Ils s'étaient convaincus que ce n'était que de vieux vêtements, des débris, n'importe quoi sauf ce qu'ils craignaient que ce soit. Ils avaient remis le couvercle, l'avaient alourdi avec des pierres, et n'en avaient plus jamais parlé. Ni l'un à l'autre, ni à qui que ce soit pendant presque 10 ans. Je suis parti le lendemain matin, à peine dit au revoir, j'ai conduit ces 6 heures de retour à Richmond avec la tête qui tournait. Je n'ai jamais appelé la police. Je sais que j'aurais dû, mais c'étaient mes grands-parents, 2 personnes dans la 8e décennie de leur vie, qui avaient déjà perdu leur fille et étaient clairement tourmentés par ce qui était arrivé à Curtis Webb. À quoi aurait servi de le signaler maintenant? Si Curtis était dans ce puits, il était mort depuis presque 10 ans. Et mes grands-parents, ils croyaient sincèrement qu'ils aidaient quelqu'un, cachant un homme effrayé de personnes qui voulaient lui faire du mal. Avait-il tort de le faire? Probablement. Est-ce que quelque chose a horriblement mal tourné? Presque certainement. Mais je ne pouvais pas être celui qui les enverrait en prison pour les dernières années de leur vie. Grand-père est décédé 8 mois plus tard. Crise cardiaque dans son sommeil. Grand-mère l'a suivi 6 semaines après, comme si elle avait simplement abandonné une fois qu'il était parti. J'ai hérité de la propriété, ces 40 acres, et je n'y ai plus jamais mis les pieds depuis. La maison est toujours debout. L'abri est toujours là-bas dans les bois, et ce puits est toujours recouvert de ces lourdes pierres. Je pense parfois à Curtis Webb. Je me demande qui il était vraiment, ce qu'il a vu qui l'a rendu si effrayé, si quelqu'un est jamais venu le chercher. Je pense à ce qui pourrait flotter dans cette eau noire, attendant d'être trouvé. Mais je ne retournerai jamais là-bas pour vérifier. Certaines réponses ne valent pas la peine d'être connues, et certains secrets devraient rester enterrés exactement là où ils sont.